Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Finalement, tu as réussi à monter jusqu'au 4e étage? Oui, mais l'ascenseur était encore en panne. J'ai dû emprunter les escaliers étroits à côté de la porte d'entrée principale. Ah oui, ces marches en colimaçon, elles sont vraiment fatigantes après une longue journée. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ton exposé? Oui, j'ai enfin mis la main sur un vieux livre relié en cuir. Il était entre deux étagères, sous une pile de feuilles éparpillées. Étrange qu'il n'ait pas été rangé correctement à la bibliothèque universitaire. Tu as vu le grand érable au milieu du jardin botanique? Oui, il était magnifique avec ses feuilles rouges foncées. Il trônait juste derrière le massif de fleurs et les deux petits oiseaux perchés sur une branche. C'est fou comme ce type d'arbre peut dominer visuellement tout l'espace. Tu as assisté à la démonstration de cet après-midi? Oui, impressionnante. J'ai surtout admiré la puissance des sabots du pur sang lorsqu'il a franchi les obstacles. Moi, je m'étais attendu à voir le lion dressé dont tout le monde parlait, mais apparemment, ce n'était qu'un chien de garde près de l'entrée, rien à voir avec le spectacle principal. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question. Mesdames et messieurs, veuillez noter une modification exceptionnelle de nos horaires d'ouverture cette semaine. En raison d'un inventaire annuel, notre magasin restera totalement fermé au public durant 2 journées consécutives, dimanche 5 et lundi 6. En contrepartie, pour permettre à nos clients d'effectuer leurs achats dans les meilleures conditions, nous étendrons nos horaires ce vendredi 3, avec une ouverture anticipée à 8 heures au lieu de 10 heures, et une fermeture repoussée à 22 heures. Ces mesures ne concernent que le magasin principal, les points de retrait de commandes en ligne fonctionnant selon l'horaire habituel. Attention chers passagers, en raison d'un dysfonctionnement technique affectant les écrans d'affichage des départs dans la zone de transit B, nous vous prions de bien vouloir vous référer au panneau de la zone F pour toute information actualisée sur les vols. Nos équipes travaillent activement à la résolution du problème. Pour plus de confort, vous pouvez également consulter en temps réel les horaires de départ et les éventuelles modifications via notre site web officiel ou l'application mobile de l'aéroport. Nous vous remercions de votre compréhension. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les trains numéro 89 et 97 accusent un retard de 16 minutes respectivement, suite à un incident technique survenu près de la gare de Triage Nord. Par ailleurs, le train numéro 88 connaîtra un léger retard indépendant, estimé à 13 minutes. Nous vous prions de rester attentifs aux annonces ultérieures,
car ces horaires sont susceptibles d'évoluer. Pour les correspondances urgentes, merci de vous adresser aux agents d'accueil présents sur les quais. Chers patients, dans le cadre de notre programme de facilitation des soins, une réduction de 16% est automatiquement appliquée sur l'ensemble des services médicaux et paramédicaux pour les titulaires d'une carte d'assurance valide, à présenter lors de votre enregistrement. Pour ceux qui ne disposent pas de couverture immédiate, une inscription rapide au guichet numéro 13 permet de bénéficier d'une réduction spéciale de 12%, applicable uniquement le jour même de la consultation. Ces dispositions ne sont pas cumulables et restent soumises à la validation de notre service administratif. Veuillez prêter attention aux consignes suivantes. Avant de débuter l'épreuve, chaque candidat est tenu d'inscrire lisiblement ses informations personnelles sur la feuille de sujet. Aucun accès à la feuille de réponse ne sera autorisé tant que l'annonce officielle du début de l'épreuve n'aura pas été diffusée. Tout manquement à ces règles peut entraîner une exclusion immédiate. Nous vous remercions de respecter scrupuleusement ces directives pour garantir l'équité de l'examen. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle. Allô, c'est maman. Je voulais juste te prévenir que je resterai au bureau bien plus tard que prévu ce soir, on est en pleine clôture trimestrielle, tu sais ce que c'est. Du coup, je ne pourrai pas passer au marché comme d'habitude. Si jamais tu as le temps en rentrant, pourrais-tu préparer quelque chose pour demain matin? Même quelque chose de simple, un thermos de café et quelques tartines suffirait. Et n'oublie pas de mettre le tout dans le sac isotherme. Merci ma chérie. On se voit tard, dors si tu es fatigué. Bonjour Monsieur Lemoine, ici Madame Graziella du service des ressources humaines chez Novatech. J'ai bien reçu votre CV, merci. Toutefois, j'ai eu un peu de mal à lire l'adresse courriel indiquée, le scan n'est pas très net et certaines lettres semblent floues. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rappeler afin de me l'épeler lettre par lettre? Ce serait préférable pour vous faire parvenir les documents nécessaires pour l'étape suivante du processus de recrutement. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour madame, ici le service des bagages de l'aéroport de Toulouse. Nous vous contactons à propos de votre vol de demain matin vers Lisbonne. En raison de nouvelles restrictions appliquées par la compagnie aérienne, chaque passager est désormais autorisé à transporter uniquement un bagage en soute et un petit sac en cabine tel qu'un sac à dos ou une sacoche. Si vous prévoyez de voyager avec une deuxième valise, il sera nécessaire de régler un supplément à l'enregistrement. N'hésitez pas à consulter notre site pour plus de détails ou à appeler notre service clientèle. Merci pour votre attention. Bonjour à tous les étudiants inscrits au second semestre. Ce message s'adresse particulièrement aux filières de sciences humaines et sportives. Veuillez noter qu'en raison de modifications de dernière minute dans le calendrier académique,
les cours de psychologie cognitive ainsi que d'éducation physique sont exceptionnellement annulés cette semaine. À leur place, 2 nouvelles unités d'enseignement seront introduites dès mercredi, anatomie fonctionnelle et introduction à la thérapie comportementale. Merci de consulter la plateforme universitaire pour l'emploi du temps actualisé. Bonjour, ici le secrétariat administratif de l'entreprise Deltacom. Nous tenons à informer tous les employés du service logistique qu'aucune demande de congé ne sera acceptée entre le 2 et le 7 du mois prochain, en raison d'un audit de conformité prévu sur cette période. Toutefois, à compter du 9, il vous sera possible de poser jusqu'à 3 jours de congé rémunérés, sous réserve de validation par votre superviseur. Merci de votre compréhension et de votre collaboration. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette pour au moins un de vos repas quotidiens? A. Elle est favorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette. B. Elle est défavorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette. C. Elle est favorable à l'utilisation du pain toasté sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. D'un côté, le pain toasté a une texture intéressante et il peut être plus facile à digérer pour certaines personnes, surtout en cas de problème de digestion. Cependant, il me semble que la baguette, avec sa croûte et son goût unique, fait partie intégrante de notre culture alimentaire. Le problème, c'est que, parfois, le pain toasté peut devenir sec ou trop dur si on le laisse trop longtemps. Donc, tout dépend de la qualité du pain et du moment de la journée. Je dirais que ça pourrait être une alternative pour certains repas, mais pas pour tous. Personne B. J'ai longtemps utilisé de la baguette tous les matins, mais récemment, j'ai essayé le pain toasté sur les conseils d'un ami. C'est vrai que, le matin, ça change un peu, et cela permet de varier. D'ailleurs, j'aime bien le fait que le pain toasté puisse être plus facilement adapté à des garnitures diverses, comme des avocats ou des fromages fondus. Mais honnêtement, ça ne remplace pas le croquant et la fraîcheur de la baguette. Je crois que c'est une bonne option, mais plutôt pour les repas légers ou les goûters, pas pour les repas principaux. Personne C. Je ne suis pas vraiment convaincu par l'idée de remplacer la baguette par du pain toasté, mais c'est une question de contexte. Par exemple, pour un déjeuner rapide ou quand on est pressé, un toast peut être bien plus pratique et savoureux. Par contre, j'ai toujours trouvé que la baguette avait un meilleur goût et un meilleur effet en termes de satisfaction, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'une soupe ou d'un plat en sauce. Le toast, bien qu'il soit pratique, ne me procure pas cette sensation de plénitude. Pour moi, c'est une question de moment et de type de repas. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à participer aux élections locales dans votre ville? A. Elle est favorable à participer aux élections locales. B. Elle est défavorable à participer aux élections locales. C. Elle est favorable sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne A. Je pense que c'est une responsabilité civique importante, mais honnêtement, il y a des moments où l'ensemble du processus électoral semble tellement politique et déconnecté de la réalité des citoyens. J'ai observé que les programmes des candidats locaux sont souvent trop généraux ou centrés sur des problématiques qui ne me concernent pas directement. Cependant,
Je reconnais que voter reste une façon d'avoir une voix, même si je ne crois pas toujours en l'efficacité des décisions prises ensuite. Personne, B. Pour moi, c'est une question de devoir. Participer aux élections locales me permet de choisir les personnes qui auront un impact direct sur la gestion de ma ville, que ce soit en matière de transport, d'éducation ou de logement. Certes, il y a parfois des frustrations avec les résultats, mais l'alternative est de rester passif et laisser d'autres décider pour nous. Même si parfois, il y a des failles dans le système, je crois fermement à l'importance de ce droit de vote. Personne, C. Je suis assez mitigé sur cette question. D'un côté, je trouve qu'il est essentiel d'être engagé dans la vie politique locale, mais de l'autre côté, je pense que beaucoup de gens n'ont pas une véritable compréhension des enjeux locaux avant de se rendre aux urnes. Parfois, le manque d'informations claires ou la difficulté à discerner les promesses des candidats rendent le choix difficile. Pour moi, il est important de bien s'informer avant de participer, ce qui peut parfois me freiner dans le processus. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question. Bonjour à tous et bienvenue dans Santé préventive aujourd'hui, votre rendez-vous hebdomadaire sur les nouvelles approches en hygiène bucco-dentaire. Le thème de cette semaine porte sur une recherche conduite par l'Institut européen de stomatologie clinique portant sur la relation entre l'usage du fil dentaire et la douleur dentaire liée à la consommation fréquente d'aliments riches en saccharose. Selon l'étude, menée sur un échantillon de 520 individus répartis en 3 groupes selon la fréquence d'utilisation du fil dentaire, quotidienne, occasionnelle ou inexistante, une nette corrélation a été observée entre la pratique régulière du fil dentaire et la diminution de l'intensité des douleurs localisées après ingestion de sucreries, notamment dans les zones déjà fragilisées par des microlésions de l'émail. Les auteurs soulignent que le fil dentaire, en éliminant les résidus interdentaires non accessibles au brossage classique, réduit significativement la prolifération bactérienne à l'origine des processus inflammatoires pulpaires. Cependant, chez les individus présentant déjà des caries profondes ou une exposition dentinaire, cette pratique seule ne suffit pas à supprimer les douleurs, et peut même aggraver la sensation de gêne sans traitement associé. Les conclusions recommandent donc une intégration du fil dentaire dans une routine combinée de prévention active, associée à un dépistage régulier des lésions précoces et à une réduction significative des apports glucidiques. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Société Inclusive, le programme dédié aux réalités du travail dans les institutions médico-sociales. Le sujet d'aujourd'hui explore un rapport publié par le Centre national de recherche sur l'intégration professionnelle concernant l'impact des dispositifs de confort au sein des structures accueillant des personnes en situation de handicap moteur. Le rapport, fruit d'une enquête qualitative menée auprès de 14 établissements spécialisés et 78 membres du personnel soignant ou éducatif, montre que l'introduction de facilités ergonomiques, telles que des salles de repos climatisées, des postes de travail ajustables, ou encore l'accès à un accompagnement psychologique interne, modifie de façon significative la posture professionnelle et la qualité des interactions avec les usagers. Les chercheurs relèvent que les équipes bénéficiant de ces aménagements manifestent davantage de disponibilité émotionnelle, de patience face aux comportements complexes et une capacité accrue à gérer les situations de crise sans surcharge affective. En revanche, dans les structures moins équipées, le taux d'absentéisme et les tensions interpersonnelles sont en hausse, impactant indirectement la qualité de prise en charge des patients. Il est à noter que les effets positifs sont d'autant plus marqués lorsque ces mesures sont perçues comme un engagement institutionnel authentique et non comme de simples dispositifs symboliques. Vous allez entendre un long reportage radio. Répondre aux 2 questions.
Pouvez-vous nous parler des effets des réseaux sociaux sur la manière dont les parents informent et prennent des décisions concernant l'éducation de leurs enfants? Bien sûr. Les réseaux sociaux ont profondément modifié les mécanismes par lesquels les parents accèdent à l'information et à des ressources éducatives. Aujourd'hui, un grand nombre de parents se tournent vers des forums en ligne, des blogs, et des groupes sur les réseaux sociaux pour échanger des conseils sur la parentalité. Cependant, cette forme d'auto-information n'est pas sans risque. En effet, l'excès d'informations contradictoires peut induire une certaine confusion et mener à des prises de décision basées sur des opinions non vérifiées plutôt que sur des connaissances scientifiques solides. Il est aussi important de noter que certains contenus, parfois influencés par des tendances ou des publicités, peuvent véhiculer des stéréotypes ou des approches de la parentalité qui ne sont pas toujours adaptées aux réalités de chaque famille. En ce sens, pensez-vous que l'interaction avec des experts ou des professionnels sur les réseaux sociaux est bénéfique ou au contraire, cela crée-t-il davantage de confusion? Il y a certainement des avantages à avoir accès à des experts ou des professionnels via les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne les conseils sur la santé mentale des enfants ou la gestion des difficultés comportementales. Toutefois, l'absence de contrôle des informations diffusées et le fait que tout le monde, qu'il soit professionnel ou non, puisse partager son point de vue rendent parfois ces interactions difficiles à évaluer. Il est crucial pour les parents de développer un sens critique afin de distinguer les conseils légitimes des simples opinions. L'accompagnement d'un spécialiste reste irremplaçable, mais les réseaux sociaux peuvent être un complément utile si l'on sait s'en servir avec discernement. De nos jours, de plus en plus de personnes sont confrontées à une charge de travail excessive. Comment cette surcharge affecte-t-elle les relations interpersonnelles et la tolérance sociale des individus? Effectivement, l'augmentation des heures de travail, surtout lorsqu'elle est combinée à des responsabilités personnelles, a un impact direct sur la qualité des interactions sociales. Des recherches récentes montrent qu'une surcharge professionnelle conduit à une diminution de la patience et de l'empathie envers autrui. Les individus, accablés par le stress et la fatigue, ont souvent du mal à gérer les situations sociales quotidiennes. De plus, la privation de temps personnel entraîne une réduction de la capacité à répondre adéquatement aux besoins émotionnels des autres. Cela peut conduire à des malentendus et à une dégradation des relations professionnelles et personnelles. En ce qui concerne la tolérance sociale, est-ce que ce phénomène affecte également la gestion des conflits dans les environnements de travail ou les interactions familiales? Tout à fait. La surcharge professionnelle diminue la capacité des individus à gérer les conflits de manière constructive. La fatigue accumulée engendre une tolérance réduite à la frustration, ce qui peut rapidement conduire à des comportements impulsifs. Sur le lieu de travail, cela peut entraîner des tensions inutiles, et dans la sphère familiale, des disputes fréquentes peuvent surgir, alimentées par l'incapacité à faire face à des situations stressantes. Une gestion appropriée du temps et des périodes de repos est donc essentielle pour maintenir des interactions harmonieuses. Lorsqu'on parle de la culture des plantes et de leur reproduction, l'une des méthodes les plus courantes est le greffage. Comment le choix de la méthode de greffage influence-t-il la qualité des produits greffés? Le greffage est une technique délicate qui, lorsqu'elle est réalisée correctement, peut produire des plantes plus robustes et plus résistantes. Il existe plusieurs méthodes de greffage, chacune ayant un impact différent sur la qualité du produit final.
Par exemple, la méthode de greffage par insertion est souvent utilisée pour les plantes fruitières et peut améliorer la croissance des racines et la production de fruits. Cependant, une mauvaise technique peut entraîner un rejet entre le porte-greffe et le greffon, ce qui peut affaiblir la plante et réduire la qualité des fruits produits. La compatibilité entre le porte-greffe et le greffon est cruciale pour le succès du greffage. Y a-t-il d'autres facteurs externes qui peuvent affecter la qualité des produits greffés, en plus de la méthode utilisée? Absolument. Le climat, la saison et la santé du porte-greffe sont des éléments essentiels à considérer. Des conditions climatiques extrêmes, par exemple, peuvent affaiblir la plante et rendre le greffage moins efficace. De même, un porte-greffe mal nourri ou malade peut affecter la capacité de la plante greffée à se développer correctement. En outre, la gestion des maladies et des parasites dans le sol joue également un rôle crucial dans la qualité des produits greffés. Les maladies cardiovasculaires représentent l'une des principales causes de décès dans le monde. Quel rôle jouent les examens réguliers de la pression artérielle dans la prévention de ces maladies et le maintien de la santé des organes vitaux? Les examens réguliers de la pression artérielle sont essentiels pour la détection précoce des anomalies, telles que l'hypertension, qui peuvent endommager les organes vitaux au fil du temps. Une pression artérielle élevée non contrôlée peut provoquer des lésions aux vaisseaux sanguins, au cœur, aux reins et à d'autres organes. Cela augmente le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'insuffisance rénale. C'est pourquoi il est crucial de surveiller la pression artérielle régulièrement, surtout pour les personnes ayant des antécédents familiaux ou des facteurs de risque tels que l'obésité ou le diabète. En plus de la surveillance, existe-t-il d'autres mesures à prendre pour maintenir une pression artérielle normale? Oui, plusieurs facteurs peuvent contribuer à maintenir une pression artérielle normale. Une alimentation saine, riche en fruits, légumes, et faible en sel, ainsi qu'une activité physique régulière, sont des éléments clés. La gestion du stress et le sommeil de qualité jouent également un rôle fondamental. Par ailleurs, les médicaments antihypertenseurs peuvent être nécessaires pour certains patients, mais ces traitements doivent être associés à un mode de vie sain pour être réellement efficaces. Documents divers. L'apprentissage des langues étrangères est un défi complexe qui implique plusieurs stratégies cognitives, pédagogiques et motivationnelles. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve l'apprentissage inductif, où l'apprenant est exposé à des exemples de phrases et doit en déduire la règle grammaticale sous-jacente. Une autre approche est l'apprentissage par association, où les nouvelles unités lexicales sont reliées à des images, des sons ou des contextes spécifiques. De plus, l'approche communicative privilégie l'interaction et l'utilisation réelle des mots dans des situations de communication authentique. Il est également essentiel d'utiliser la répétition espacée, une méthode fondée sur la révision de mots à des intervalles croissants, pour favoriser leur mémorisation à long terme. Cependant, la clé de l'efficacité de ces méthodes réside dans l'intégration de plusieurs approches adaptées aux besoins individuels, ainsi que la motivation intrinsèque de l'apprenant. Une étude menée par l'Université de Cambridge a démontré que les apprenants qui intègrent des éléments contextuels dans leur apprentissage, tels que la culture et l'usage quotidien de la langue, retiennent mieux les mots. L'estimation des coûts liés aux constructions immobilières dans les grandes villes repose sur un ensemble de facteurs complexes, dont la solidité des structures des bâtiments.
Un bâtiment avec une fondation solide et des matériaux de construction durables peut avoir un coût de construction initial élevé, mais il présente des avantages à long terme, notamment en termes de sécurité et de durabilité. Ces facteurs influencent directement les prix des loyers dans des zones urbaines denses où la demande est forte. En outre, la résistance des bâtiments affecte également les coûts d'entretien, qui sont souvent répercutés sur les locataires sous forme de loyers plus élevés. Selon une étude réalisée par l'Institut de recherche en architecture, les bâtiments avec des matériaux résistants au feu, à l'humidité et au séisme ont tendance à attirer des loyers plus élevés en raison de la perception de sécurité accrue qu'ils offrent aux occupants. Par ailleurs, l'impact de la durabilité structurelle sur le marché locatif varie également en fonction de la localisation du bâtiment, de sa proximité avec les infrastructures publiques et des zones à risque. L'augmentation du nombre d'enseignants dans une institution académique est souvent vue comme un moyen d'améliorer la qualité de l'éducation. Toutefois, cette augmentation doit être accompagnée de changements dans l'organisation pédagogique pour que l'impact soit réellement positif. Une étude menée à l'Université de Paris a montré que la qualité de l'enseignement ne dépend pas seulement du nombre d'enseignants, mais aussi de leur capacité à s'adapter aux méthodes pédagogiques modernes et à la diversité des besoins des étudiants. En effet, des enseignants bien formés qui utilisent des technologies innovantes dans leur enseignement peuvent stimuler l'engagement des étudiants et améliorer leur performance cognitive. De plus, un ratio enseignant-étudiant plus faible permet aux étudiants d'avoir un meilleur accès aux ressources académiques et à un accompagnement personnalisé. Cependant, certains chercheurs soulignent que l'augmentation excessive du nombre d'enseignants peut entraîner une fragmentation de l'enseignement, réduisant ainsi la cohérence pédagogique et la continuité du programme. La mesure du niveau d'eau dans un réservoir fermé repose sur différentes technologies, selon la précision requise et les conditions environnementales. Les méthodes les plus courantes incluent l'utilisation de sondes de niveau, de capteurs capacitifs et de capteurs à ultrasons. Les sondes de niveau, qui mesurent la résistance électrique en fonction de la hauteur de l'eau, sont très répandues en raison de leur simplicité et de leur coût relativement bas. Les capteurs capacitifs, quant à eux, offrent une précision plus élevée et sont souvent utilisés dans les environnements industriels où des mesures exactes sont cruciales. Une autre méthode, les capteurs à ultrasons, mesurent le temps de propagation des ondes sonores entre le capteur et la surface de l'eau, permettant de déterminer la hauteur du niveau d'eau sans contact direct. Cependant, ces capteurs sont sensibles aux conditions atmosphériques, comme l'humidité et la température, ce qui peut affecter la précision des mesures. Les méthodes combinées qui intègrent plusieurs technologies peuvent offrir une solution plus fiable et robuste. Le matériel de montagne nécessaire pour la pratique de l'alpinisme professionnel inclut des équipements spécifiques à la sécurité, à la protection contre les intempéries, ainsi qu'au transport d'oxygène et de nourriture. Par exemple, des crampons et des piolets sont essentiels pour assurer une bonne prise sur la neige ou la glace, tandis que des cordes et des harnais de sécurité permettent d'éviter les chutes. En ce qui concerne l'équipement de protection contre le froid, les vêtements doivent être à la fois légers et isolants, souvent constitués de matériaux comme le Gore-Tex et les fibres synthétiques. La gestion de l'altitude est également un aspect crucial de l'alpinisme professionnel. À des altitudes élevées, l'utilisation de masques à oxygène et de régulateurs de pression devient indispensable pour éviter les effets du mal des montagnes. Enfin, l'équipement de navigation, incluant des GPS et des boussoles, permet d'assurer la sécurité dans des terrains souvent complexes et sans repères clairs. La communication avec les nourrissons représente un défi particulier, car elle nécessite l'utilisation de méthodes adaptées aux capacités sensorielles de l'enfant. Les techniques les plus courantes incluent la langue des signes, les gestes visuels et les supports tactiles.
La langue des signes permet à l'enfant d'apprendre un vocabulaire visuel riche et d'établir des liens entre les concepts et les objets de son environnement. De plus, les stratégies visuelles, telles que l'utilisation de pictogrammes ou de vidéos éducatives, aident à renforcer la compréhension du monde autour de l'enfant. Les supports tactiles, quant à eux, permettent aux nourrissons de percevoir des informations à travers le toucher, et sont particulièrement utiles pour le développement sensoriel dans les premières étapes. Par ailleurs, les recherches récentes ont mis en lumière l'importance de l'implication des parents dans l'apprentissage du langage des signes. Une étude menée par l'Université de Lyon a démontré que les nourrissons dont les parents utilisent régulièrement la langue des signes connaissent un développement cognitif plus rapide et une meilleure intégration sociale que ceux qui n'ont pas accès à cette forme de communication. L'aptitude à analyser des données complexes et conceptuelles évolue avec l'âge, et cette évolution est influencée par plusieurs facteurs cognitifs et physiologiques. À mesure que l'on vieillit, certaines capacités de traitement de l'information, comme la mémoire de travail et la vitesse de traitement, peuvent diminuer. Cependant, l'expérience accumulée au fil des ans peut contrebalancer ces déclins en améliorant la capacité à comprendre et à analyser des informations complexes, notamment grâce à l'utilisation de stratégies plus efficaces d'organisation et d'intégration des données. Les chercheurs ont constaté que les adultes plus âgés ont souvent une meilleure capacité à discerner les patterns dans des ensembles de données et à faire des connexions entre des informations apparemment non liées. Cependant, ces capacités dépendent également de la santé mentale et de l'engagement intellectuel continu. Des études menées à l'Université de Berlin ont montré que les individus qui continuent à exercer leurs capacités cognitives à travers la lecture, la résolution de problèmes et l'apprentissage de nouvelles compétences, conservent une plus grande acuité analytique avec l'âge. Le stress professionnel a des effets bien documentés sur la santé physique et mentale des individus, et ces effets peuvent également se répercuter sur les performances sportives, notamment chez les athlètes amateurs. Les études ont montré que des niveaux de stress élevés peuvent perturber la concentration, augmenter la fatigue et affecter la prise de décision, des facteurs essentiels pour la performance en compétition. En outre, le stress chronique peut affecter les niveaux de cortisol dans le corps, un facteur hormonal qui joue un rôle clé dans la gestion de l'énergie et la récupération musculaire. L'impact du stress sur les athlètes amateurs est particulièrement important car ces derniers n'ont souvent pas les mêmes ressources pour gérer le stress que les professionnels, ce qui peut réduire leur capacité à performer à un niveau optimal. De plus, une étude menée par l'Université de Sydney a révélé que les athlètes amateurs exposés à des niveaux de stress élevés pendant leurs emplois ont montré des performances réduites en compétition, notamment en termes d'endurance et de coordination. Le système judiciaire mondial adopte diverses méthodes d'exécution des peines pour les personnes condamnées pour des infractions liées aux drogues, et ces méthodes varient en fonction des contextes culturels et législatifs. Dans certaines régions, l'accent est mis sur la réhabilitation plutôt que sur la punition, ce qui inclut des programmes de désintoxication et des traitements médicaux pour aider les détenus à surmonter leur dépendance. D'autres approches, en revanche, privilégient des peines de prison plus longues, arguant que la réclusion est nécessaire pour la dissuasion et la protection de la société. Certaines juridictions mettent également en place des programmes de réinsertion sociale, dans le but de préparer les individus à une réintégration réussie dans la société après leur incarcération. De plus, des politiques comme les peines alternatives à l'incarcération, telles que les travaux d'intérêt général et les programmes de surveillance électronique, sont de plus en plus utilisés dans les pays européens. Cependant, l'efficacité de ces méthodes reste un sujet de débat parmi les experts en criminologie, car les résultats varient selon les politiques appliquées et les ressources disponibles. Le développement fœtal est un processus complexe influencé par de nombreux facteurs physiologiques,
dont la quantité d'oxygène disponible dans le sang maternel et les niveaux de diverses vitamines et nutriments. L'oxygène est essentiel pour le bon fonctionnement des cellules fœtales et leur croissance, car il permet la production d'énergie cellulaire nécessaire au métabolisme cellulaire rapide du fœtus. De plus, certaines vitamines, telles que les vitamines A, D, E et C, jouent un rôle crucial dans la croissance et le développement du fœtus, notamment dans la formation des organes et des tissus. Une carence en vitamines peut entraîner des complications, notamment des retards de croissance, des anomalies organiques et une vulnérabilité accrue aux infections. L'Université de Paris a mené une étude sur les effets de l'oxygénation sanguine et des niveaux de vitamines sur la croissance fœtale, et a découvert que des niveaux insuffisants d'oxygène et de vitamines pouvaient entraîner des anomalies développementales importantes. Les recommandations actuelles incluent une surveillance régulière des niveaux de ces éléments chez les femmes enceintes pour assurer un développement optimal du fœtus.